Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui un aîné, Yannick Nino, qui aura l'occasion de se présenter, de présenter son parcours. C'est un ingénieur informaticien, je n'en dirai pas plus. Et je vais lui laisser le soin, n'est-ce pas, de nous parler mieux de son parcours qui, sans doute, va nous édifier. Mais si je suis là, c'est pour vous parler du pôle de géostratégie africaine. Pourquoi ce pôle? Comment il est né? Dans quel contexte nous le mettons sur pied? Quels sont, n'est-ce pas, les objectifs et les activités que nous allons réaliser tout au cours de cette année? Le thème de géostratégie, on passe à une chose, c'est la guerre. D'abord, c'est un thème qui renvoie à la guerre. Et il y a un penseur, un auteur qui a dit « Celui qui gagnera la prochaine guerre, ce n'est pas celui qui aura la plus grosse bombe, mais c'est celui qui rapportera la meilleure histoire. » Toutes les études aujourd'hui montrent et démontrent que l'Afrique est le continent de l'avenir. L'Afrique est le continent du futur. Toutes les potentialités se trouvent en Afrique. L'Europe aujourd'hui est dans une phase, on peut dire, de déclin sur le plan économique, avec un peu une partie de l'Amérique du Nord. Oui. Les pays asiatiques essayent tant bien que mal de tenir l'économie mondiale, vers le haut, mais toutes les statistiques démontrent que c'est vers l'Afrique que se fera l'avenir du monde. Alors une question simple va se poser, est-ce que l'avenir va se faire avec ou sans les Africains? C'est la première question à laquelle on est supposé répondre. Ensuite, pourquoi avoir toujours parlé de géostratégie? C'est que face à toutes ces études-là qui démontrent que l'Afrique est le continent du futur, il y aura de plus en plus de rivalités sur le continent pour la fourniture de matières premières, pour s'implanter et autres, pour les débouchés que cela va impliquer et tout. Et cela en soi va générer une guerre économique. Maintenant, la question est de savoir si nous, les étudiants que nous sommes, nous, l'élite que nous sommes, est-ce que nous sommes prêts à affronter cette rivalité? Ou allons-nous rester toujours passifs? On subit l'actualité, on subit le monde, on subit la marche du monde, sans jamais, n'est-ce pas, essayer d'apporter notre pierre à cet édifice-là. C'est la raison pour laquelle nous avons invité un aîné qui habite en France, mais qui nous parlera de son entreprise qu'il a montée en Afrique, comment il a fait pour la monter, quelles sont les étapes qu'il a traversées, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées. Parce que nous, aujourd'hui, nous ne nous voilons pas les yeux. Au Cameroun, on nous considère comme la diaspora. Il y en a qui vont nous dire, mais oui, vous parlez de développer l'Afrique, mais venez développer l'Afrique ici. Et on leur répondra. Est-ce que vous pensez que pour développer l'Afrique, il faut forcément être en Afrique? On peut, au travers des exemples, comme ceux de M. Yannick Nino, démontrer que, où qu'on soit, on doit contribuer à l'émergence de l'Afrique. La question est juste de se dire, est-ce que je suis prêt à contribuer à ça? De toutes les façons, l'Afrique est l'avenir du monde, cela se fera avec tout ça, les Africains. L'idéal, c'est que ça se fasse avec nous, parce que notre territoire, c'est notre continent, concrètement. Parce que le reproche qu'on fait tout le temps au cercle de réflexion africain en Europe, c'est que, oui, vous parlez, vous bavardez, c'est bien beau, on veut les actes, on veut du concret. Eh bien, nous, au travers de ce pôle, nous allons démontrer aux uns et aux autres que nous allons passer à l'action. Nous allons démontrer aux uns et aux autres que ce n'est pas qu'un thème, un lieu de réflexion, mais c'est aussi un lieu d'action. C'est un lieu où tous ceux et celles d'entre nous qui auront des projets, n'est-ce pas, quels qu'ils soient, il n'y a pas d'idée bête. On va essayer, au travers de ce pôle, de créer des passerelles entre nous qui sommes ici et ce qui se fait en Afrique. Comment ça peut se faire? Comment mettre cela sur pied? Quelles sont les structures qui sont sur place qui peuvent nous aider? Quelles sont les structures qui existent ici qui pourront nous aider? De telle sorte que chacun d'entre nous, où qu'il soit, puisse avoir à cœur, n'est-ce pas, le développement de l'Afrique. Et je pense par là avoir balayé, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, en fait, je crois que le gros, il a dit en gros tout ce qu'il fallait dire. Donc là maintenant, ce qu'on a fait en arrière-plan, on a mis sur pied une vidéo de, on va dire, de mise en bouche, pour vraiment voir le travail que certains ont déjà eu à faire, les pensées, les réflexions que bon nombre de nos grands frères ont déjà eu à émettre pour vraiment cet éveil, cette renaissance de l'Afrique. Donc, le 15 février 2014, il y aura donc une journée CV, l'aide de motivation et entretien. C'est vrai que le thème là, en fait, quand on le lit, on se dit, bon, nous sommes tous en année supérieure d'université, c'est pas maintenant peut-être qu'on va apprendre à écrire, qu'est-ce qu'on aura à gagner de plus à venir à une telle journée. Je tiens à dire que déjà, cette journée-là, différemment, je vais dire. C'est-à-dire, on s'est assis, on a travaillé sur un nouveau concept, comment est-ce qu'on peut apprendre vraiment aux gens. Alors, quand je dis apprendre, ça veut dire comment est-ce qu'on peut améliorer les procédés de rédaction de CV, de motivation, en invitant cette fois-ci des responsables RH de grandes entreprises
de la place métropolitaine. Ce serait vraiment un plus. Je dis c'est même indispensable que tout le monde, tous ceux qui aspirent à avoir un boulot en fin de formation, tous ceux qui aspirent à vraiment entrer facilement et activement dans le monde du travail, je vous invite vraiment à venir. Le planning là, c'est vrai que c'est ce qui sera fait de façon active, de façon pratique. Mais je tiens à dire qu'il y a un travail de fond qui est fait sur les pages Facebook, parce que le pôle a créé une page Facebook, un groupe Facebook et aussi une chaîne YouTube. Bon, nous vous les donnerons en fin de séance. Sans plus tarder, on va continuer par Nino, à qui je laisserai vraiment le soin de se présenter et de vraiment introduire son propos. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir déjà de recevoir l'invitation. Et alors, ce que vous avez présenté là, alors avant de commencer par mon parcours et tout, je voudrais dire à tous ceux qui sont là, venez au truc sur CV, lettres de motivation et tout. C'est vraiment important. Moi, en 2002, j'en ai beaucoup souffert de ne pas savoir faire un CV, de ne pas savoir faire une lettre de motivation. Voilà. Alors, un CV, ça va encore, une lettre de motivation, je peux vous dire, c'est très compliqué à faire. C'est plus compliqué qu'on ne pense. Donc, allez-y si vous pouvez. Toutes les communautés en général s'organisent pour faire ça. Travailler ensemble, c'est très important. Oui, il y a du boulot au niveau des CV et des lettres de motivation. C'est plus difficile à faire qu'on ne pense. Quand vous envoyez la même lettre de motivation à plusieurs jobs, on le sait, on ne peut pas croire que ça ne se voit pas. Ça se voit immédiatement. Et on n'aime pas. Les recruteurs n'aiment pas ça. Il faut changer la lettre de motivation. En fait, il faut montrer que vous êtes motivé par rapport au poste et pas par rapport à je ne sais pas quoi. Et ça, c'est pour ça qu'on dit, chercher du travail, c'est un travail. C'est un travail à temps plein. Quand j'ai commencé à travailler, je me rappelle en 2003, bon, le travail ne m'intéressait pas vraiment, hein, honnêtement, je travaille pour gagner de l'argent. Et comme il a dit, parce qu'il y a la famille, il y a ci, il y a ça, enfin, il y a plein de choses que vous allez vivre ou que vous vivez déjà. Donc voilà, on travaille surtout pour ça. Et à côté, je m'intéressais aux nouvelles technologies. Je me demandais qu'est-ce qui se passe sur Internet, je voyais des trucs, je ne comprenais pas très bien. Je m'informais, j'étais tout le temps dessus, etc. Et donc c'est comme ça que j'en suis venu aux nouvelles technologies. Je ne suis pas informaticien à la base, moi j'ai fait des mathématiques appliquées. Donc mon parcours, bon, j'ai fait le lycée bilingue de Yaoundé. Très bien, je vois quelqu'un aussi. J'ai fait le lycée bilingue. Après le lycée bilingue, j'ai fait mes classes préparatoires au Maroc. Donc je voulais devenir ingénieur en télécom. Et à l'époque, j'ai fait une demande de bourse pour le Maroc. Parce que bon, en 97, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'aurais dit, ma mère voulait que je sois médecin, moi je voulais être pilote, mon père voulait que je sois ingénieur, etc. Bon, vous avez peut-être vécu ça. Donc finalement, on a fait 1, 2, 3 et on a fait une demande de bourse. J'ai eu le numéro 3, on m'a dit, tu vas faire ingénieur télécom. J'ai dit, pourquoi pas. Donc je me suis retrouvé en classe prépa au Maroc. J'y ai fait 3 ans. Pour ceux qui ont fait les prépas, ça veut dire que j'ai fait 5 demi. Et puis en 2000, j'ai intégré Centrale. Donc à Centrale, on a fait 3 ans. Alors ce n'est pas forcément là, hein. Il ne faut pas forcément lire tout ce qui est écrit. Ça c'est la littérature. Donc à Centrale, alors ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous l'avez vécu, quand on devient ingénieur, c'est le premier jour que je suis arrivé à l'école, l'inspecteur m'a dit les cours ne sont pas obligatoires. Ah, tant mieux, j'ai fait un mois sans y aller. Il fallait vraiment décompresser un peu. Et donc voilà, bon, finalement c'est 3 ans, on va dire, relativement calme. Hein. Honnêtement, le plus dur, je pense, ceux qui ont fait les prépas le constatent, c'est les prépas. Une fois que ça s'est passé, ça va. On s'en sort. On s'en sort assez facilement. Donc on arrive comme ça en 2002, je ne sais pas trop quoi faire et finalement en fait on va dire je me laisse embarquer dans un stage de consultant en informatique. Donc mon premier stage consistait à faire du développement sous Java. Fabuleux. J'ai arrêté. Après je me suis dit non, c'est trop compliqué pour moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas sûr de vouloir faire ça. Je peux vous dire que je regrette aujourd'hui. Voilà. Donc 10 ans plus tard je regrette. Je me dis j'aurais dû faire du développement. C'est extrêmement important. Regardez toutes les grandes startups technologiques, c'est les développeurs qui les tiennent, c'est personne d'autre. C'est pas les commerciaux. Je n'ai rien contre les commerciaux qui sont là, hein, mais c'est les développeurs qui les tiennent, c'est comme ça. Parce que c'est eux qui produisent, c'est eux qui fabriquent. Donc je me suis orienté vers le conseil, j'ai fait du conseil en organisation, en management, c'est-à-dire on aide les entreprises à avoir une meilleure performance. Ça peut être de la refonte de processus, ça peut être la mise en place de nouvelles organisations dans une entreprise, ça peut être la création de filiales, ça peut être des formations de mise à niveau pour
pour les collaborateurs, ça peut être plein de choses. Donc le conseil en organisation, c'est assez vaste. Donc j'ai travaillé pour plusieurs entreprises, toutes celles qui sont citées là. Et puis donc, comme je vous disais, en parallèle, là, je m'intéressais quand même aux nouvelles technologies, et notamment sur l'Afrique. Alors on va se demander, mais pourquoi pas finalement? Pourquoi sur l'Afrique? Enfin, précisément sur le Cameroun. Parce que au long de mes missions que je faisais dans les entreprises, je me rendais compte que, en fait, les entreprises, à 90% se portent bien, c'est-à-dire gagnent beaucoup d'argent. Votre travail, finalement, est non significatif. C'est-à-dire, vous êtes 1 sur les 17 000 chez EDF, ou 1 sur les 3 800 à la RATP, ou 1 sur les... Que vous soyez là ou pas, à vrai dire, ça ne change rien. Là, je suis désolé. Il ne se passe absolument rien lorsque vous êtes malade. Donc, à un moment donné, c'est vrai, en travaillant, en grandissant, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est pour ça que je suis venu ici? Est-ce que c'est pour ça que j'ai galéré autant? Pour finalement être insignifiant, ne servir? Ou alors, avoir un impact finalement pas très visible. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont déjà fait des stages ou vont en faire. Essayez de voir ce qui se passe quand vous n'êtes pas là. C'est ça qui vous permet de voir si ce que vous faites est important, ça compte vraiment pour l'entreprise. C'est pas ce qu'on vous dit, c'est ce que vous constatez. Quand vous n'êtes pas là, il ne se passe rien. Ça continue. Très bien. Donc, vous vous dites, ah. Donc voilà, j'avais envie d'avoir de l'impact sur les choses, sur ce que je fais. J'avais envie d'avoir de l'impact. Et donc j'ai commencé, en fait, ma première entreprise qu'on ne va pas voir ici. Alors c'était une première expérience que j'ai faite. C'était une plateforme de blog. C'était l'époque 2005-2006, on parlait beaucoup de blogging, etc. On en parlait énormément. Donc j'avais un blog à l'époque. Ça remonte. J'ai laissé tomber depuis le temps. Malheureusement, ça prend beaucoup de temps. Donc c'était une plateforme de blog et je me disais, ça va intéresser les personnes sur le continent de créer un blog, de participer à cette création de contenu qu'on appelait à l'époque UGC, User Generated Content, qui faisait que tout le contenu sur Internet n'arrêtait pas de croître de manière exponentielle. Après, effectivement, c'était un peu difficile à rentabiliser à l'époque, pour faire payer ou éventuellement pour gagner de l'argent par la publicité. En 2006, c'était très compliqué, donc j'ai laissé tomber. Initiative qui s'appelait beno.com. Alors c'était une plateforme qui permettait d'envoyer des SMS. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça à l'époque, voilà, j'étais en mission chez SFR, donc Télécom, et donc je regardais ce qu'ils faisaient, etc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des SMS vers l'Afrique à partir d'Internet? C'était ça. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire, donc finalement, j'ai décidé en 2012, je me suis dit, bon, je suis pas très vieux finalement, je me lance. Donc j'ai démissionné de mon travail. J'ai pris des risques, j'ai rien expliqué à mes parents, parce que j'imaginais ce qu'ils allaient dire. Non, faut pas faire ça, t'es fou, là, blablabla, blablabla. Bon, je me suis dit, c'est pas la peine, ce sont mes risques. Après, c'est ma vie. Ça aussi. C'est pas forcément facile, hein. Alors ça, pour le coup, ça rentre dans le côté un peu plus personnel, c'est pas forcément facile d'expliquer à sa famille. Parce que je pense qu'on a à peu près tous ceux qui sont partis, les mêmes problématiques par rapport à la famille. Il faut envoyer de l'argent, il faut aussi, ou en tout cas, on nous en a peut-être déjà parlé, c'est des choses qui vont... Voilà. Il y aura telle ou telle personne qui va être malade, il y aura ci ou ça, et vous serez finalement vu comme le sauveur. Ça prend du temps de déconstruire ça. En tout cas, ça peut prendre du temps de déconstruire ça. Ça peut passer par des frictions même. Il faut dire non, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, je ne veux pas que ça marche comme ça. Donc bon, moi j'ai réussi tant bien que mal. Je me suis lancé finalement. Bon, j'en suis pas mécontent, honnêtement. Je ne dis pas que c'est facile. C'est même très difficile, c'est pas le chemin le plus facile en tout cas. Mais je ne suis pas mécontent, parce que j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais, et je ne vais pas le cacher, pas des gens qui sont en France. C'est-à-dire, moi, si on me disait les Français visitent mon site, je m'en fous. Ils ont tout, il y a tout ici, je veux dire, voilà. Ça ne change pas leur vie fondamentalement. Par contre, quand je vois sur Kerawa des cultivateurs qui sont en fou, des vendeurs d'œufs qui sont, je sais pas moi, en Gaoundéré. Là, je me dis, j'ai peut-être un impact sur la vie des gens. Il y a peut-être des gens qui se disent, avant, j'arrivais pas à vendre mes trucs, je vais m'aider de Kerawa. Et ça me fait plaisir. Rien que ça, je me dis, ça vaut une bonne partie de l'argent que j'aurais pu gagner par ailleurs. Mais que j'aurais gagné en stressant, en étant malade, en machin, en truc. Donc, bon, en fait, Kerawa, c'est quoi? Ce qu'on appelle, si on rentre dans les termes, dans les jargons de business school, la value proposition.
C'est un centre commercial sur Internet qui permet de présenter ses produits et services et ça facilite les transactions. Voilà, ça c'est la définition simple. C'est vraiment un facilitateur de transactions. On met en relation des gens. Quelqu'un qui a un produit qui cherche un acquéreur, quelqu'un qui a un service qui cherche un client, n'importe quoi. Voilà. Ce genre de plateforme, c'est pour ça que je dis c'est vraiment le centre commercial. L'idée, c'est de faciliter à terme tous les types de transactions. Voilà. Donc là, c'est quelques chiffres du site. 2013. Donc on a fait 1,4 million de visiteurs, c'est pas mal. Il y a 45-46% de ces visiteurs qui viennent du Cameroun uniquement. Donc, ce qui est en fait plus de 600 000. Sachant qu'au Cameroun, on parle. Alors, le nombre d'internautes au Cameroun n'est pas très bien connu. Hein. Je pense qu'on évalue entre 1,5 et 2 millions le nombre d'internautes. Enfin, c'est sur les chiffres, enfin, sur les sites occidentaux, on va dire. Et puis MTN Orange, on vous dit, c'est peut-être 3 millions, c'est peut-être 4 millions. Vous voyez, les chiffres sont assez vagues. On ne sait pas très bien dit c'est quoi un internaute aujourd'hui. Donc on est présent dans plus de 10 pays. Il y avait plus de 380 000 annonces actives sur le site en décembre 2013. 25 000 mises en relation par mois. Ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir, les mises en relation. Pour ceux qui voudraient, l'idée, etc., de se lancer, pensez bien à quel type d'entreprise vous convient. Il y en a beaucoup en France. Il y a des entreprises unipersonnelles, des SARL, des SAS, des SA, etc. Donc, pensez-y. À la limite, faites-vous aider par des associations d'écoles, des choses comme ça, qui ont déjà pas mal d'informations. Même si, en pratique, je devrais vous dire, faites-vous aider par un avocat. Mais c'est cher. Parce que le jour où la méthode que vous aurez trouvée marchera, bah, vous aurez la joie de votre vie. Maintenant, si je devais vous parler de... Alors, à mon sens, évidemment, je ne suis pas un gourou des nouvelles technologies, hein. À mon sens, qui pourrait être intéressant à des jeunes de regarder. Je ne dis pas que c'est ça certainement qu'en 2016, voilà, il y aura de nouveaux secteurs, il y aura de nouvelles façons de faire, il y aura... Mais là, je parle déjà que du secteur traditionnel. Les secteurs traditionnels sur les high-tech. Je ne parle pas d'autre chose. D'accord? Puisque Christian m'a dit qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont ingénieurs en informatique. Je me suis dit ça peut vous intéresser. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire chez nous, Cameroun, dans d'autres pays africains, pour que le secteur des nouvelles technologies vraiment se développe. Donc c'est en train de se développer, attention. C'est en train de se développer dans beaucoup de pays. On est en train de faire passer de la fibre optique. Les pays d'Afrique anglophone, et notamment les pays du Maghreb, sont en général plus avancés que les pays d'Afrique francophone. Au Kenya, par exemple, on accède déjà à Internet sur son mobile. 99% de l'accès à Internet se fait sur mobile. Donc ceux qui ont Internet, en général, le font sur mobile. Donc il faut réfléchir à miniaturiser tout ce qu'on propose sur Internet quand on le fait pour l'Afrique. Si vous faites des gros trucs sur PC, machin, ne soyez pas étonnés de ne pas avoir de visiteurs, ça va être très compliqué. C'est le mobile, c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça. Donc les secteurs traditionnels, il y a par exemple l'adressage postal. Quand on veut faire du e-commerce, il faut pouvoir livrer quelque part. Sinon, on est voilà, c'est un peu compliqué. L'adressage postal chez nous n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit, on attend que ce soit fait avant de faire du e-commerce? On va attendre longtemps. Ou on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire. En Asie, ils font des choses. Il n'y a pas d'adresse, on fait du e-commerce quand même. Voilà. Donc c'est ça qu'on veut dire quand on dit, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se dire, j'attends que finalement chez moi ce soit comme en France pour que je fasse le e-commerce comme en France. Vous allez attendre longtemps. Et d'autres personnes vont le faire pour vous de toute façon. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent pas. Au Nigeria, on est déjà en train de faire du e-commerce. Il y a un site qui s'appelle Jumia, je ne sais pas si certains d'entre vous voient. On est déjà en train de faire du commerce, ils sont en train de générer des millions de dollars. Ils font vite, ils n'attendent pas. L'adressage postal n'existe toujours pas, mais c'est fait quand même. Donc voilà. La logistique de livraison. Parce que quand vous voulez livrer, il faut livrer. Donc, pareil, on peut se plaindre aussi, oh, il n'y a pas de route pour aller à tel endroit. Oh, bon, ok. Mais d'autres le font, pendant qu'on se plaint. C'est ça le truc. Les moyens de paiement en ligne, c'est pareil. Alors, il n'y en a pas. C'est toujours la même chose. Hein. Est-ce qu'on réfléchit à qu'est-ce qu'on propose, comment on peut faire, même si c'est toujours, alors, moi je peux vous dire, je l'ai vécu avec Erawa au début, c'est jamais ce qu'on veut, c'est jamais comme on veut, c'est toujours beaucoup moins bien, c'est-à-dire vous faites un produit vous-même, si vous deviez le noter, vous ne lui donnerez pas plus de 5 ou de 6, vous n'en êtes vraiment pas satisfait, mais dites-vous qu'entre une situation où il n'y a rien, une situation où il y a un petit peu quelque chose qui a l'air de marcher, les gens préfèrent une situation où il y a un petit peu quelque chose qui a l'air de marcher. Et après on itère, vous avez tous vu les suites, bon, on itère, jusqu'à avoir un truc qui est bien.
Mais initialement, vous n'aurez jamais le bon. C'est pas fait des trucs. Pas du tout. Ils ne pensaient pas à ça du tout. Twitter ne pensait pas à faire ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Twitter faisait la météo au début. Hein. Faisait la météo. Les gens disaient il pleut, machin, tout ça. C'est devenu autre chose. Donc, les choses changent. Le e-learning, pareil. Internet se développe, ce qu'on propose vraiment comme contenu pour apprendre à distance. Aujourd'hui, malheureusement encore, hein, c'est les universités occidentales qui nous proposent des choses. Donc, comme ce qu'ils disaient tout à l'heure, on apprendra ce qu'ils veulent bien qu'on apprenne. Ce sera ça. On apprendra ce qu'ils veulent qu'on apprenne, comment ils veulent qu'on l'apprenne, etc. Alors qu'on peut proposer des choses. C'est pas forcément ultra compliqué aujourd'hui. Le e-commerce, le web marketing, enfin, tous ces secteurs traditionnels-là ont besoin de 100 nouveaux chez nous. Enfin, c'est même pas de 100 nouveaux, de 100 tout court. Je veux dire, voilà. C'est pas comme si les choses existaient avant et il faut les transformer. Il faut juste les faire. Il faut juste les faire. Et voilà, je pense que quand il y a une conférence, qu'est-ce que la diaspora peut apporter à l'Afrique, machin, tout ça, bah, déjà, elle peut apporter ça. La matière brute venue d'ailleurs, qu'elle va adapter localement. Il faut toujours penser, je ne dis pas qu'il faut forcément transformer, il faut toujours penser à l'aspect local des choses. C'est important. Ça marche très rarement de prendre un truc et boum, de venir poser. D'ailleurs, quand ça ne marche pas, on dit souvent « Oh, mais les gens sur place, ils sont cons, ils n'acceptent pas ci, ils n'acceptent pas ça. » En fait, non, c'est l'entrepreneur qui est con dans ces cas-là. Il doit s'adapter à ses clients et jamais l'inverse. En tout cas, aucun client s'adapte à un entrepreneur. Ça, c'est très rare. Donc voilà ce que je peux dire sur les secteurs traditionnels. Alors, les secteurs nouveaux, enfin, nouveaux pour certains et anciens pour d'autres. Il y a des secteurs, par exemple le friendship. Alors, j'ai mis ça. Beaucoup de ces secteurs-là font partie de ce que j'appellerais du collaboratif, qui est en train de se développer beaucoup finalement ici. C'est j'ai un truc, je partage avec l'autre. J'ai un truc, je partage avec l'autre. Le covoiturage, le co-machin, le co-truc, etc. Tout ça, finalement, quand on y réfléchit bien, parce qu'aujourd'hui on parle du covoiturage en France, on dit c'est bien, machin, c'est écolo. Ça va peut-être faire rire, mais c'est quoi l'OPEP? C'est quoi l'OPEP? J'ai ma voiture, je me dis c'est con, c'est vide, je vais mettre des gens. C'est tout. Aujourd'hui on appelle ça du covoiturage, et c'est bien. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on fait, on n'en est même pas fiers nous-mêmes. On en a presque honte. On se dit, oh là là, c'est pas bien. Ok, on le fait dans la situation qui est la nôtre, mais elle est la nôtre. On n'a pas à avoir honte de ce qu'on peut inventer. Parce que les autres le reprennent et disent après, c'est eux qui l'ont fait. Et après on pleure. Oh là là. L'OPEP c'est ça. J'ai une voiture, je roule seul dedans, mais c'est totalement stupide, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. On dit c'est con, tu mets des gens dedans, ils te payent, ben voilà, mais c'est ce qu'on fait. Donc moi quand je lui ai expliqué, bah, on fait ça déjà au Cameroun, il me disait, ah bon? Je dis bah oui, mais depuis que je suis petit. Pareil, alors ça c'est d'autres exemples dans le secteur des télécoms. Quand j'étais chez SFR en 2006, je leur expliquais qu'au Cameroun, si j'ai du crédit, je peux transférer une partie à mon petit frère. Ils me regardaient, ah bon? Je dis, bah, oui, ça vous paraît pas évident? Je dis, bah si, mais nous on ne sait pas le faire. Voilà, ils ne savent pas le faire. Donc demain, quand ça va arriver, bah, ce sera une innovation en France. Et on dira c'est une innovation mondiale. Pourtant, ça se fait en RCA, en Centrafrique, au Tchad, depuis 15 ans. Et c'est tout à fait normal pour tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, en France, on ne peut pas transférer du crédit. Enfin, il n'y a aucune fonctionnalité pour ça. Ça viendra, je suis sûr, ça viendra parce que quelque part, c'est écolo. C'est vert, c'est green, on dit ça comme on veut. Et c'est normal. Il faut juste qu'il y ait un tiers de confiance au milieu qui dit voilà comment ça va se passer. Toi, tu vas payer. Il faut juste définir des processus. Voilà. Et ça, c'est une entreprise. C'est des choses qui sont en train de se développer. Il y a des investisseurs qui mettent des millions de dollars dedans parce qu'ils comprennent bien que c'est intéressant. Ce qui existe, qu'on se dit bah, tiens, il y a tel truc, ce serait pas mal de le structurer. On est coupé de tout ça. On veut forcément faire des nouveautés, importer des choses, et quand on arrive sur place, bah, en fait, personne n'y comprend rien à ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, on dit, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes trucs à la con que tu vas apprendre chez les Blancs? Nous, on a des points simples. Alors, le big data, peut-être vous en avez entendu parler aussi, c'est aujourd'hui, il y a des masses de données sur diverses choses. Est-ce qu'on peut en faire des choses intelligentes? Ce qu'on ne sait pas, c'est que les pays occidentaux sont en train de breveter toutes les herbes qu'on a chez nous. On fait des médicaments. Ils prennent donc des jeunes élèves qui vont travailler dans des grosses entreprises et qui transmettent tout ce patrimoine.
que nous, on n'a plus. Le Web to Store, c'est quoi? Alors, c'est un concept aussi qui naît du e-commerce. En fait, beaucoup de ces concepts naissent du e-commerce. Le Web to Store dit quoi? Beaucoup de gens, finalement, quand ils achètent en ligne, c'est-à-dire en e-commerce pur, n'arrivent pas à se faire livrer chez eux simplement parce que quand on livre, bah, eux, ils sont en fait, beaucoup de gens maintenant commandent en ligne ou comparent sur Internet et vont chercher en magasin. Voilà, simplement. Le mobile money, donc vous avez certainement entendu parler de ça. M-Pesa au Kenya, Paga au Nigeria, MTN Money, Orange Money, machin, tout ça. Voilà. Ça se développe aussi beaucoup. C'est en train d'être effectivement repris par les pays occidentaux qui se rendent compte que bah, c'est pas mal de payer avec son téléphone mobile. Ça n'existait pas avant. Et donc, beaucoup de ces pays-là, notamment les Américains, vont s'inspirer de ce qui se passe au Kenya. Parce que bah, les Kenyans sont très avancés là-dessus. Tout à l'heure, dans la vidéo, on a parlé de monnaie. On disait que oui, les pays africains n'ont même pas de monnaie. Ok, moi, c'est vrai, je suis un peu pauvre aussi en histoire, mais la monnaie sert à quoi? À faciliter les transactions. Si vous n'avez pas de monnaie, vous avez manioc, vous ne pouvez pas acheter la tomate parce qu'il faut transformer en argent pour acheter la tomate. Si vous n'avez pas tout ça, vous n'y arrivez pas, c'est très compliqué. La monnaie mobile facilite les choses. Donc, et là, il y a beaucoup à faire. Je pense qu'aujourd'hui, on ne sait même pas encore réellement ce qu'on va en faire. Donc, ce sera probablement aux jeunes générations comme vous de dire qu'est-ce qu'on peut en faire. Il faut faire attention. En tout cas, moi, j'avoue très honnêtement être dans cette difficulté-là, c'est que on a avancé beaucoup dans un métier, c'est difficile de voir autre chose. Il faut s'adapter aux gens qui sont sur place. Et ce chemin-là n'est pas facile à faire. Pour revenir à un peu d'humilité, j'essaie de dire, ok, quand je rentre au Cameroun, j'essaie de demander aux gens, attends, vous faites comment? Et j'essaie de voir si je peux faire comme eux. Et même s'il faut améliorer les choses, il faut comprendre que c'est par petite progression. Il n'y aura pas de big bang. Il n'y aura pas boum, tout change. Non. C'est par petite progression. Et donc, en tout cas, si c'est bien, tout le monde va le voir. Dans une entreprise, c'est l'exécution. Ce n'est pas l'idée. Quelle que soit l'idée de création d'entreprise que vous avez, quelqu'un d'autre là, ne vous inquiétez pas. Quelqu'un d'autre là, à la même. Mais, vous avez tous les bras croisés. Oui, parce que pour faire, c'est plus compliqué. C'est uniquement ça qui différencie une entreprise qui réussit, une autre qui ne réussit pas. C'est pas qu'on n'a pas les bonnes idées, c'est on ne sait pas les mettre en œuvre. Jour le jour, il peut y avoir beaucoup d'échecs. Il ne faut pas les vivre comme ça. Il y a surtout, je pense, beaucoup d'exaltation, beaucoup de réussite à la fin. Il y a beaucoup d'espoir. Moi, en tout cas, quand on commence à entreprendre, il ne faut surtout pas y aller avec du désespoir en se disant... Enfin, il ne faut pas y aller en étant négatif. Si vous êtes négatif, transformez d'abord votre façon de penser avant d'entreprendre. Il ne faut pas être négatif parce qu'en fait, dit une Camerounaise qui le dit d'ailleurs, je pense, assez justement, toute chose qui va mal au pays, est une opportunité d'entrepreneuriat. Chaque fois qu'on propose aux gens quelque chose de mieux, ils sont contents. Toujours. Toujours. C'est valable pour tous les types de personnes qui existent sur Terre. Et c'est juste ça qu'il faut faire, il faut améliorer les choses. Voilà. Et moi, je pense que si on a quelque chose à apporter, c'est ça en fait. Il ne s'agit pas de venir prendre le commandement, de venir commander les autres, machin. Ça ne marchera pas. Ça, ce sera la guerre. Il s'agit juste de venir améliorer les choses. C'est-à-dire, on pense à un truc, on l'améliore. Si c'est bien, ça va se voir. Il n'y aura pas besoin de faire trop de publicité, alors, même s'il faut faire la publicité de ce qu'on fait. Si c'est mal fait, ça va se voir aussi. En général, ça se voit plus vite quand c'est mal fait. Maintenant, ceux qui sont en école de commerce, parce que c'est vrai que ça peut ressembler, ce que j'ai dit, à un truc qui cible beaucoup les écoles d'ingénieurs, pas du tout. Ceux qui sont en école de commerce ont aussi de grands rôles à jouer, parce qu'en général, quand on est entrepreneur de type développeur ou qu'on a plutôt des compétences techniques, bah, les compétences business, on les apprend en général. On ne sait pas marketer son truc, on ne sait pas le vendre, on ne sait pas forcément bien en parler soi-même, attention. Pas parce qu'on le crée qu'on est forcément le meilleur ambassadeur. On ne sait pas forcément en parler, on ne sait pas approcher des entreprises, on ne sait pas que signifient des offres packagées, on ne sait pas ce que ça veut dire une politique de pricing, plein de choses qu'on ne sait pas. Et que du coup, les gens qui ont fait les écoles de commerce, vous êtes plus ouverts par rapport à ça, quoi. Vous êtes plus alerte, vous comprenez mieux, il y a des synergies. D'ailleurs, c'est très demandé aujourd'hui, même par les investisseurs. Quand vous créez quelque chose, il vous faut un complémentaire. Il faut votre complémentaire, partie business. Si vous êtes business, ils vont vous demander le complémentaire sur la partie technologique. Si vous êtes compétences technologiques, ils vont vous demander un complémentaire sur la partie business. Ils veulent les deux. Voilà. Parce qu'on n'avance pas seul.